Il y a des mouvements militaires qui passent presque inaperçus. Un navire quitte une base, une flotte change de direction, des exercices militaires sont réduits. Sur le papier, cela peut sembler n'être qu'une décision logistique parmi tant d'autres. Mais parfois, un simple déplacement de quelques milliers de tonnes d'acier peut révéler quelque chose de beaucoup plus profond. Et c'est précisément ce qui est en train de se produire en Asie. Les États-Unis viennent de déplacer l'un de leurs principaux symboles de puissance militaire dans la région vers le Moyen-Orient, alors que Washington concentre une partie croissante de ses ressources sur le conflit avec l'Iran. Dans le même temps, les exercices militaires américains et sud-coréens sont réduits. Et pendant que Washington réorganise ses forces, Pékin observe. La Chine n'a pas besoin de provoquer directement les États-Unis pour profiter de la situation. Elle peut simplement attendre. Car si Washington réduit progressivement sa présence militaire dans le Pacifique, une question devient inévitable. Qui occupera l'espace laissé derrière lui? Et c'est là que cette histoire devient particulièrement importante. Un porte-avions qui change de direction. Le porte-avions américain George Washington, basé au Japon, constitue depuis longtemps l'un des symboles les plus visibles de la présence militaire américaine en Asie. Sa mission dépasse largement celle d'un simple navire de guerre. Un porte-avions représente une capacité de projection de puissance. Il permet aux États-Unis de maintenir une présence militaire à des milliers de kilomètres de leur territoire, de surveiller une zone stratégique et surtout d'envoyer un message à leurs adversaires. Pendant des années, ce message était extrêmement clair. Les États-Unis sont présents dans le Pacifique. Et cette présence avait un destinataire évident, Pékin. Mais aujourd'hui, la situation change. Le 13 août, le George Washington a franchi le détroit de Singapour en direction de l'ouest, vers le Moyen-Orient. Autrement dit, le navire qui devait contribuer à dissuader la Chine dans le Pacifique est désormais appelé à renforcer le dispositif américain face à l'Iran. Et cette décision intervient alors que le porte-avions Abraham Lincoln est lui-même engagé depuis plusieurs mois dans une mission particulièrement longue. Le résultat est spectaculaire. Pour la première fois depuis longtemps, la présence américaine de porte-avions dans une partie essentielle du théâtre asiatique se retrouve considérablement réduite. Et ce n'est pas seulement une question de position géographique, c'est une question de stratégie. Pourquoi ce déplacement est-il important? Imaginez un instant que vous soyez à Pékin. Depuis des années, vous voyez les États-Unis renforcer leurs alliances avec le Japon, la Corée du Sud, les Philippines et d'autres partenaires de la région. Vous voyez leurs navires. Vous voyez leurs avions. Vous voyez leurs exercices militaires. Vous voyez leurs bases. Et surtout, vous savez qu'en cas de crise dans le détroit de Taïwan ou en mer de Chine méridionale, les États-Unis disposent de moyens militaires considérables à proximité. C'est précisément ce que l'on appelle la dissuasion. La puissance américaine ne sert pas uniquement à combattre, elle sert aussi à empêcher qu'un conflit commence. Mais si cette puissance commence à être déplacée ailleurs, le calcul stratégique change. Et c'est exactement ce qui inquiète certains analystes. Car si demain une crise majeure éclate autour de Taïwan, dans la péninsule coréenne ou en mer de Chine méridionale, la question sera simple. Où sont les forces américaines capables d'intervenir rapidement? Le problème est qu'une flotte ne peut pas être partout en même temps. Et c'est particulièrement vrai lorsque plusieurs crises apparaissent simultanément. Le piège du Moyen-Orient. C'est ici que le conflit avec l'Iran devient central. Les États-Unis avaient promis une opération relativement rapide, une intervention qui devait permettre à Washington de régler rapidement le problème avant de revenir à ses priorités stratégiques. Mais plus le temps passe, plus cette logique semble se compliquer. Au lieu de pouvoir concentrer ses ressources sur la Chine et le Pacifique, Washington doit mobiliser davantage de navires, de missiles, de soldats et de moyens logistiques au Moyen-Orient. Et lorsque les ressources militaires deviennent limitées, une décision doit être prise. On déplace les forces d'un théâtre vers un autre. C'est exactement ce qui semble être en train de se produire. Le problème est que chaque mouvement crée une faiblesse ailleurs. Renforcer le Moyen-Orient signifie potentiellement réduire la capacité disponible en Asie. Et réduire la présence en Asie signifie donner davantage d'espace à la Chine. Voilà le véritable enjeu. Une contradiction stratégique. Il existe ici une contradiction particulièrement intéressante.
Les documents stratégiques américains continuent de présenter la Chine comme l'un des principaux défis militaires et géopolitiques des États-Unis. La région Indo-Pacifique reste officiellement une priorité majeure. Washington veut renforcer ses alliances. Il veut contenir l'influence chinoise. Il veut maintenir une capacité militaire crédible autour de la première chaîne d'îles. Mais dans la réalité opérationnelle, une partie de ces moyens est désormais mobilisée ailleurs. C'est comme si la stratégie disait une chose, pendant que les mouvements militaires racontaient une autre histoire. Et en géopolitique, les mouvements militaires sont souvent plus révélateurs que les discours. La Corée du Sud entre dans l'équation. Mais le porte-avions n'est pas le seul élément préoccupant. Dans le même temps, Washington a décidé de réduire les exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud. Ces manœuvres ont une importance considérable. Elles permettent aux forces américaines et sud-coréennes de s'entraîner ensemble, de coordonner leur système de commandement et de préparer différents scénarios de crise. Depuis des décennies, elles constituent également un message adressé à Pyongyang. Mais aujourd'hui, ce message semble évoluer. La raison avancée par Donald Trump est notamment liée à sa volonté d'entretenir une relation différente avec la Corée du Nord et son dirigeant Kim Jong-un. Et c'est là que les contradictions deviennent encore plus visibles. Car la Corée du Nord possède précisément ce que Washington refuse de voir apparaître en Iran, l'arme nucléaire. Pyongyang dispose de capacités nucléaires, et malgré cela, le discours américain à son égard peut devenir beaucoup plus conciliant. Cela pose une question fondamentale. Si un pays estime que posséder l'arme nucléaire constitue la meilleure garantie contre une intervention militaire étrangère, quel message reçoit-il lorsqu'il observe ce qui se passe entre Washington et Pyongyang? Le message involontaire de la dissuasion nucléaire. Imaginez le raisonnement d'un État qui observe la situation. Il peut se dire, si je ne possède pas l'arme nucléaire, je reste vulnérable. Si je développe cette capacité, je deviens beaucoup plus difficile à attaquer. Et si, après avoir obtenu cette capacité, je peux négocier directement avec Washington, alors pourquoi renoncer à cette option? C'est toute la contradiction. La dissuasion nucléaire est censée réduire les risques de prolifération. Mais une politique internationale incohérente peut produire l'effet inverse. Elle peut convaincre certains gouvernements que l'arme nucléaire est précisément ce qui garantit leur survie. Et dans un monde déjà marqué par les tensions entre grandes puissances, ce serait une évolution extrêmement dangereuse. Et pendant ce temps, la Chine avance. Mais revenons à Pékin, car c'est probablement là que se trouve la partie la plus importante de cette histoire. Que fait la Chine pendant que les États-Unis déplacent leurs forces? Elle n'a pas besoin de déclarer une guerre, elle n'a pas besoin d'envoyer des soldats attaquer une base américaine. Elle n'a même pas besoin de provoquer directement Washington. Elle peut simplement continuer à renforcer progressivement sa propre position. Et c'est exactement ce que Pékin semble faire. La Chine développe sa marine. Elle déploie ses propres groupes aéronavals. Elle multiplie les exercices militaires dans le Pacifique occidental. Elle travaille avec la Russie. Elle renforce ses activités autour de Taïwan. Elle mène des opérations navales dans des zones disputées. Et elle développe progressivement ses relations militaires avec plusieurs pays de la région. Pendant que Washington change de priorité, Pékin poursuit la sienne. Une stratégie chinoise sur le long terme. C'est probablement l'un des éléments les plus importants pour comprendre la différence entre les deux puissances. Les États-Unis fonctionnent dans un environnement politique marqué par des élections fréquentes, des changements de gouvernement et des décisions susceptibles d'évoluer rapidement. La Chine, elle, pense beaucoup plus souvent en termes de décennies. Pékin peut accepter d'attendre. Il peut construire progressivement ses capacités. Il peut développer son industrie navale. Il peut renforcer ses infrastructures. Il peut consolider ses relations commerciales. Et surtout, il peut attendre que ses adversaires commettent des erreurs. C'est une stratégie qui repose sur la patience. Et lorsque l'adversaire se fragilise lui-même, il n'est pas nécessaire de le pousser. Il suffit de ne pas l'empêcher de continuer. Taïwan au centre du problème. Cette évolution prend une dimension particulière lorsqu'on parle de Taïwan. L'île se trouve au cœur de la rivalité stratégique entre Washington et Pékin. Pour les États-Unis, Taïwan représente un élément essentiel de leur architecture de sécurité dans le Pacifique. Pour la Chine,
Taïwan représente une question territoriale et nationale fondamentale. Et autour de cette île, les deux puissances observent chacune les capacités de l'autre. La présence américaine constitue donc un facteur de dissuasion. Mais si les moyens militaires américains diminuent temporairement dans la région, Pékin peut y voir une opportunité. Pas nécessairement pour déclencher immédiatement une guerre, mais pour tester les limites, pour observer les réactions, pour montrer qu'elle peut maintenir une présence militaire importante. Et surtout, pour convaincre les pays de la région que l'équilibre des forces est en train de changer. Les Philippines, l'Indonésie et le reste de l'Asie. La bataille ne se joue d'ailleurs pas uniquement autour de Taïwan. Elle se joue également dans les relations avec les autres États asiatiques. Les Philippines sont au cœur de plusieurs disputes territoriales avec la Chine. L'Indonésie constitue elle aussi un acteur stratégique majeur. Le Japon reste un allié essentiel des États-Unis. La Corée du Sud joue un rôle central dans l'équilibre militaire de la péninsule. Et tous ces pays observent aujourd'hui la même chose. La capacité américaine à maintenir une présence permanente dans toute la région peut-elle réellement être garantie? Car un allié ne regarde pas seulement ce que vous promettez, il regarde ce que vous êtes capable de faire lorsque la crise arrive. Le message de Pékin. Et c'est précisément ici que la Chine peut exploiter la situation. Pékin n'a pas besoin de dire « les États-Unis ont perdu ». Il lui suffit de montrer « nous sommes toujours là ». Pendant que les forces américaines sont redirigées vers le Moyen-Orient, les navires chinois continuent leur patrouille. Pendant que Washington doit gérer une nouvelle crise, Pékin continue ses exercices. Pendant que les États-Unis consomment des ressources militaires dans un conflit éloigné, la Chine peut continuer à renforcer sa position dans son environnement régional. C'est une forme de compétition stratégique particulièrement efficace, parce qu'elle ne nécessite pas nécessairement un affrontement direct. Gagner sans tirer un coup de feu. Il existe une vieille logique stratégique. Parfois, la meilleure manière de gagner n'est pas de combattre son adversaire, c'est de le laisser s'épuiser. Et c'est peut-être exactement ce que Pékin espère. Si les États-Unis dépensent des milliards pour gérer plusieurs crises simultanément, si leurs navires restent déployés pendant des mois, si leur stock de missiles diminue, si leurs équipages sont épuisés, si leurs alliances deviennent plus difficiles à gérer, alors la Chine peut bénéficier indirectement de cette situation. Elle n'a pas besoin de détruire la puissance américaine. Elle peut simplement attendre qu'une partie de cette puissance soit absorbée par ses propres engagements. Mais attention à une chose. Cela ne signifie pas pour autant que les États-Unis ont cessé d'être une puissance militaire majeure, loin de là. Les États-Unis disposent toujours d'une capacité militaire considérable. Leur marine reste l'une des plus puissantes du monde. Leur réseau d'alliances est immense. Leur aviation, leurs satellites, leurs bases et leurs capacités logistiques leur donnent encore un avantage considérable. Il serait donc excessif de parler d'un effondrement immédiat de la puissance américaine. Le véritable sujet est différent. C'est celui de la soutenabilité. Combien de crises les États-Unis peuvent-ils gérer simultanément? Combien de temps peuvent-ils maintenir leurs navires en opération? Combien de ressources peuvent-ils consacrer au Moyen-Orient tout en continuant à dissuader la Chine? Et surtout, que se passe-t-il lorsque deux crises éclatent au même moment? Le problème du porte-avions. C'est pour cela que le déplacement du George Washington est symboliquement important. Un porte-avions n'est pas simplement un bateau, c'est une base aérienne mobile. C'est un outil de projection de puissance, c'est un instrument diplomatique. Et c'est un symbole. Lorsqu'il est présent au Japon, il rappelle à toute la région que Washington dispose de moyens militaires à proximité. Lorsqu'il part vers le Moyen-Orient, son absence envoie également un message. Ce message peut être interprété de plusieurs manières. Pour Washington, il peut simplement s'agir d'une nécessité opérationnelle. Pour Pékin, cela peut être une opportunité. Pour Tokyo et Séoul, cela peut être une source d'interrogation. Et pour les autres États asiatiques, cela peut être un signal à prendre au sérieux. Un empire peut-il être partout à la fois? C'est finalement le cœur du problème. Les États-Unis ont construit leur puissance mondiale sur leur capacité à être présents simultanément dans plusieurs régions. Europe, Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Océan Indien, Amérique. Mais cette architecture coûte extrêmement cher.
Elle exige des navires, des avions, des bases, des soldats, des stocks de munitions, des infrastructures et surtout des alliés capables de soutenir cette stratégie. Lorsque plusieurs crises apparaissent simultanément, les limites commencent à apparaître. C'est un problème classique des grandes puissances. Plus votre empire est vaste, plus il devient difficile de défendre chaque partie de cet empire avec la même intensité. Le virage de Washington. Et c'est peut-être ce qui rend la période actuelle si importante. Washington semble confronté à une contradiction stratégique. D'un côté, la Chine est présentée comme le principal concurrent de long terme. De l'autre, une crise au Moyen-Orient mobilise une partie croissante des ressources américaines. Les États-Unis se retrouvent donc devant un choix: continuer à renforcer le Moyen-Orient ou préserver suffisamment de puissance pour rester crédible dans le Pacifique. Mais choisir l'un signifie nécessairement consacrer moins de ressources à l'autre. Et pendant ce temps, Pékin n'a pas besoin de faire ce choix. Il se concentre essentiellement sur son environnement stratégique immédiat. La question que personne ne peut ignorer. Alors, sommes-nous réellement face au début d'un retrait américain d'Asie? Il serait trop tôt pour l'affirmer. Un déplacement de porte-avions ne suffit pas à annoncer la disparition de la puissance américaine dans le Pacifique. Les États-Unis possèdent encore des bases, des avions, des navires, des missiles et surtout un réseau d'alliances extrêmement important. Mais ce qui est incontestable, c'est que la situation mérite d'être observée. Parce que plusieurs signaux apparaissent en même temps. Un porte-avions américain quitte l'Asie. Les forces américaines sont fortement mobilisées au Moyen-Orient. Les exercices avec la Corée du Sud sont réduits. La Chine augmente sa présence navale. Pékin poursuit ses exercices dans le Pacifique. Et les pays de la région commencent forcément à se demander où se situe désormais le centre de gravité de la puissance américaine. La Chine n'a pas besoin de vaincre les États-Unis. C'est probablement la conclusion la plus intéressante. La Chine n'a pas nécessairement besoin de vaincre militairement les États-Unis. Elle peut simplement attendre que Washington fasse des choix qui réduisent progressivement sa capacité à être présent partout. Chaque conflit supplémentaire coûte de l'argent. Chaque déploiement prolongé use les équipages. Chaque missile utilisé doit être remplacé. Chaque navire mobilisé ne peut pas être disponible ailleurs. Et chaque allié qui doute de la capacité américaine à intervenir rapidement devient plus attentif aux autres options. C'est ainsi que l'équilibre des puissances peut changer, pas forcément à travers une grande bataille, mais à travers des milliers de décisions successives. Une transformation silencieuse. Ce qui est fascinant dans la géopolitique, c'est que les grands changements ne ressemblent presque jamais à ce que l'on imagine. On imagine une guerre mondiale, une invasion, une bataille gigantesque. Mais parfois, le changement commence simplement par un navire qui quitte un port, puis un exercice militaire qui est réduit, puis une alliance qui devient moins solide, puis un pays qui commence à regarder ailleurs. Et plusieurs années plus tard, on se rend compte que l'équilibre du monde a complètement changé. C'est peut-être ce qui est en train de se produire en Asie, ou peut-être s'agit-il simplement d'un ajustement temporaire provoqué par la crise iranienne. L'histoire nous le dira, mais une chose est certaine, Pékin regarde attentivement. Le vrai danger pour Washington. Le plus grand danger pour les États-Unis n'est peut-être donc pas que la Chine attaque demain. Le véritable danger serait que les alliés américains commencent progressivement à perdre confiance dans la capacité de Washington à rester présent. Parce qu'une puissance militaire fonctionne aussi grâce à la crédibilité. Si vous dites « je serai là en cas de crise », mais que vos forces sont déjà engagées ailleurs, votre adversaire peut commencer à tester cette promesse. Et vos alliés peuvent commencer à se demander s'ils peuvent réellement compter sur vous. C'est à ce moment-là que l'équilibre stratégique peut changer très rapidement. Une nouvelle ère? Nous sommes peut-être en train d'assister à quelque chose de plus important qu'un simple déplacement de navire. Peut-être assistons-nous au début d'une nouvelle phase de la compétition entre Washington et Pékin. Une phase dans laquelle les États-Unis doivent gérer simultanément plusieurs fronts, tandis que la Chine continue patiemment à renforcer sa puissance autour de son propre environnement. Si cette tendance se confirme, l'Asie pourrait devenir progressivement moins centrée sur Washington et davantage centrée sur Pékin. Mais attention,
Cela ne signifie pas que la Chine contrôle déjà l'Asie. Cela signifie simplement que l'équilibre est en train d'évoluer, et dans une région aussi stratégique, quelques pourcentages de puissance peuvent avoir des conséquences considérables. Conclusion. Alors que faut-il retenir de tout cela? Un porte-avions américain quitte l'Asie pour renforcer le dispositif au Moyen-Orient. Les États-Unis doivent répartir leurs ressources entre plusieurs crises. Les exercices militaires avec la Corée du Sud sont réduits. La Chine, de son côté, poursuit méthodiquement son expansion militaire et diplomatique dans le Pacifique. Et surtout, Pékin n'a pas besoin de provoquer directement Washington. Il lui suffit de regarder les événements évoluer. Car si les États-Unis consacrent toujours davantage d'énergie à gérer les crises qu'ils ont eux-mêmes choisies, ils risquent progressivement de disposer de moins de moyens pour leur priorité stratégique numéro 1, la Chine. C'est peut-être là que se trouve le véritable paradoxe. Washington voulait concentrer son attention sur Pékin, mais en ouvrant de nouveaux fronts, il risque de donner à Pékin exactement ce dont il avait besoin, du temps. Et en géopolitique, le temps est parfois l'arme la plus puissante. La question n'est donc plus seulement de savoir où se trouve le prochain porte-avions américain. La vraie question est combien de temps les États-Unis peuvent-ils encore maintenir leur présence partout dans le monde? Et surtout, que fera la Chine de l'espace qui pourrait progressivement se libérer devant elle? C'est cette question qui pourrait définir une partie du nouvel ordre mondial. Vous êtes sur l'œil géopolitique. Si cette analyse vous a intéressé, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Parce que les rapports de force changent souvent bien avant que le monde ne s'en rende compte. Et ici, nous allons essayer de comprendre ces changements avant qu'ils ne deviennent évidents pour tout le monde. À très bientôt pour une nouvelle analyse géopolitique.